Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit la docteure Victoria Croft, gynécologue obstétricienne aux hôpitaux universitaires de Genève. Ensemble, elles discutent des spécificités de la gynécologie pédiatrique et adolescente, une spécialité encore peu connue mais essentielle pour la santé des jeunes patientes. Bonjour Victoria et bienvenue sur le micro des gynécos pour discuter gynéco et adolescence aujourd'hui. Bonjour. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour commencer par introduire le sujet en nous exposant un petit peu la définition de la gynécologie de l'adolescence, les tranches d'âge qui sont concernées? Oui, bien sûr. Alors en fait, on parle plutôt de gynécologie pédiatrique et adolescente et l'adolescence se termine selon l'OMS à 25 ans, donc c'est la tranche, c'est 0-25 ans. C'est vrai que j'aurais pas dit autant. Ensuite, quelle pathologie est-ce que tu rencontres souvent sur cette tranche d'âge dans ton activité? Alors les pathologies qu'on rencontre, elles sont très variables puisque la tranche d'âge est vaste. Il y a plutôt déjà on peut diviser la population entre prépubère et post-pubère. Donc si on commence un peu par la tranche, prépubère, qui est quand même une partie de la consultation, c'est beaucoup des questions dermatologiques, de la vulve, des prurites vulvaires, beaucoup de questions aussi sur, qu'est-ce qui est normal? Est-ce que la vulve de mon enfant est normale? Beaucoup d'éducation. C'est les parents, du coup, souvent qui se posent cette question? Ouais, on a des parents qui viennent, ça c'est plutôt, je dirais, en phase prépubère, mais au début de la puberté où la vulve elle va changer, avec la puberté. C'est pas décrit dans les stades de Tanner, hein, c'est décrit pour le scrotum, chez l'homme, mais pas chez la fille. Mais il y a un changement en fait de l'anatomie de la vulve et ça arrive assez fréquemment qu'on ait des mamans, des parents qui viennent avec leur enfant pour demander si, la vulve est normale. Voilà, donc chez les pathologies prépubères, c'est surtout voilà le prurite ou les enfants, petits qui touchent leur vulve. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit s'inquiéter si l'enfant se masturbe? Beaucoup d'éducation, je dirais. Et puis, ben, voilà, dans les pathologies dermatologiques, on a de l'eczéma, on a du psoriasis, on a du lichen scléreux chez les enfants. Et puis chez les enfants aussi, on est nous ici à Genève en charge, de faire, les constats d'agression sexuelle chez les enfants mineurs. Donc ça, c'est plutôt chez les plaintes prépubères. Et puis après, quand on arrive, vers la puberté, on a, beaucoup de consultations qui concernent les troubles du cycle. Est-ce que je saigne trop? Est-ce que je saigne pas assez? Les irrégularités menstruelles, les douleurs de règles, enfin tous les troubles liés, aux règles qui font plus ou moins qu'on loupe l'école ou pas. Et puis après en grandissant, on a toutes les questions de planning familial, de contraception, d'éducation sexuelle, beaucoup de prévention, d'IST, et d'éducation. Et puis après arrivent aussi, les troubles hormonaux quand on dépasse la vingtaine, avec, par exemple, syndrome des ovaires polykystiques ou des choses comme ça. Donc c'est assez vaste. Et puis aussi à la puberté, on arrive avec les variations anatomiques, avec des obstructions à l'écoulement des règles qui provoquent des douleurs. Et donc c'est là qu'on peut diagnostiquer, des variations anatomiques qu'on appelle malformations. Et puis après, il y a aussi toutes les questions de kystes des ovaires chez les adolescentes. Voilà, c'est assez vaste. C'est vrai. Est-ce que pour les kystes, il y a proportionnellement moins de kystes fonctionnels peut-être chez les plus jeunes? Je sais pas, c'est une bonne question. Peut-être on les diagnostique moins aussi parce que, on va peut-être moins facilement venir voir un gynécologue et faire une échographie endovaginale, pour chercher les ovaires, peut-être? Concernant la prévention, est-ce que souvent c'est des demandes, des adolescentes elles-mêmes ou c'est plutôt leurs parents qui te les adressent, dans ce but-là? C'est une bonne question. Je dirais qu'on a une population variable en termes de où elles viennent. Donc on est en contact ici à Genève avec des foyers, notamment, de jeunes filles qui sont dans des situations précaires, avec des mises en danger, des rapports sexuels à risque et là, ça serait plutôt, je dirais, les éducateurs ou le foyer qui nous les adressent. On a une grande partie qui sont adressées par, l'unité de santé sexuelle et de planning familial parce qu'elles vont d'abord là-bas, parce qu'à l'école, en général, elles ont reçu les coordonnées de planning familial et puis c'est une consultation gratuite et anonyme et ça arrive quand il y a une mise en danger que c'est le planning familial qui nous les adresse directement. Et puis après, oui, on a aussi des parents qui prennent les rendez-vous, mais on a aussi la possibilité de voir des patientes, en confidentialité des parents et ça, c'est quand même aussi une grande partie de notre consultation
On a un forfait qui s'appelle Ados parents pas au courant, qui permet une consultation de gynécologie avec un dépistage chlamydia, par exemple. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs horizons par lesquels les patientes arrivent. Super, c'est chouette que ça a été anticipé cette, facturation. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques points, comment tu orientes un petit peu ces consultations de prévention? Comment on les oriente? Alors déjà, on commence par discuter un peu d'éducation parce que même s'il y a des cours d'éducation sexuelle à l'école, la population générale n'arrive pas à connaître, apparemment les termes anatomiques, du corps féminin. C'est intéressant parce qu'encore l'autre jour en consultation, j'ai une patiente qui pouvait me dire que chez le garçon, il y avait un pénis, mais elle était incapable de me dire que chez elle, ça s'appelait une vulve. Elle n'était même pas au courant de ce mot. Donc déjà, avant de faire de la prévention, il faut faire de l'éducation. Donc on a une peluche en forme de vulve, on explique que la vulve, elle est différente chez tout le monde, qu'elle est asymétrique chez tout le monde et que comme un visage, en fait, il y a plein de parties différentes. Donc en général, on passe une grande partie d'expliquer qu'est-ce que c'est l'organe génital externe, on parle aussi de qu'est-ce que c'est les règles, comment ça marche, pourquoi on ovule, pourquoi on saigne, comment marche la fécondation. Et en fait, je trouve qu'une fois qu'elles ont bien compris, c'est beaucoup plus facile d'expliquer, ben, comment on se protège. Est-ce qu'on veut une grossesse maintenant quand on a 14-15 ans? Oui, non, pourquoi? Et donc en fait, une fois qu'elles ont compris, comment ça fonctionne, et alors elles sont beaucoup plus réceptives aussi à la prévention et puis aussi aux maladies sexuellement transmissibles, c'est une grande partie parce que c'est vrai que de nos jours, on meurt plus du sida et donc j'ai l'impression quand même, personnellement en tout cas de la population que je vois qu'elles n'en ont plus peur. Et puis, statistiquement parlant, c'est pas la première maladie qu'elles vont rencontrer. On parle beaucoup du chlamydia, il y a beaucoup de chlamydia, chez les jeunes de moins de 25 ans qui sont sexuellement actifs, qui sont souvent asymptomatiques, mais ils ont cette notion que si c'est asymptomatique, c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est une grande partie quand on leur explique que même si c'est asymptomatique, ça peut abîmer les trompes, causer des problèmes de fertilité plus tard. Elles sont un peu plus réceptives une fois qu'elles ont compris que la trompe avait un rôle essentiel dans la fertilité. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup d'éducation. C'est très important pour qu'ensuite elles soient compliantes et elles comprennent le but de la prévention. C'est intéressant parce que quand la pratique n'est pas orientée vers cette population-là, c'est des patients qu'on rencontre pas ou peu. Nous, en France, c'est facilement les pédiatres qui les voient, en tout cas jusqu'à 15 ans et 3 mois. Est-ce que, du coup, tu aurais des, conseils en termes de formation à cette, partie de la gynécologie? Oui, bien sûr. Alors, c'est une formation qui est reconnue par, une fédération internationale de gynécologie pédiatrique et adolescente qui s'appelle IFEPAG, donc IFEPAG. Et puis cette fédération, elle a reconnu, ben, mondialement plusieurs centres qui sont capables de former, les gens, qui viennent pour faire un fellowship. Cette fédération, elle a répertorié justement, tous les sites formateurs, à travers le monde et puis il faut remplir certaines exigences. Donc nous, par exemple, à Genève, on est reconnu, on est un centre formateur reconnu, donc on peut accueillir notamment, un fellow en formation pour une année, pour faire la partie, en tout cas médicale. Et puis une fois qu'on a rempli les exigences où il y a un catalogue en fait avec un certain nombre de patientes à voir, pour la partie chirurgicale aussi, certaines chirurgies à faire. Et puis ensuite on doit rendre un dossier, écrit avec, plusieurs cas qu'on doit décrire. Et si on remplit tous les exigences, on peut passer l'examen de cette fédération qui est un examen international qui consiste en un QCM et ensuite un examen oral. Donc c'est quand même un parcours, qui peut prendre du temps, mais qui est intéressant parce qu'on a très peu de gens qui sont en fait formés, officiellement par cette fédération internationale. En Suisse, par exemple, c'est pas une formation qui est ni proposée ni reconnue par, la FMH, qui est la Fédération des médecins helvétiques. En France, je sais qu'il y a un DU en fait de gynécologie pédiatrique et adolescente. Voilà, mais en tout cas, nous à Genève, maintenant, on a la possibilité de former quelqu'un, de préférence qui parle français. Et puis moi, je suis personnellement partie faire, ce fellowship, en Australie, à Melbourne, au Royal Children's Hospital, qui est un immense hôpital qui draine tout l'État du Victoria, avec une unité de gynécologie pédiatrique et adolescente, où du coup j'ai passé 1 an, à exercer, au sein de cette unité. Du coup, tu envoyé une candidature, libre? C'est comme ça que ça avait fonctionné, Oui, alors pour l'Australie, c'est un petit enfin là, il y a la candidature, ensuite l'entretien d'embauche et puis ensuite il y a beaucoup d'exigences à remplir en termes d'examens d'anglais, de certification et puis de reconnaissance des diplômes qu'on a déjà. C'est recommandé de déjà avoir un titre de spécialiste de gynéco-obstétricien
ou de gynécologie médicale, ou même de pédiatrie, parce que je suis partie avec une collègue qui est pédiatre, elle, et puis qui s'est du coup formée en gynécologie pédiatrique depuis la pédiatrie. Donc, il y a plusieurs voies d'entrée pour la gynécologie pédiatrique et adolescente. Mais voilà, c'est important d'avoir l'expérience sur le terrain et de pouvoir faire un fellowship dans un centre reconnu parce qu'on a une exposition à cet éventail de population de 0-25 ans. Ce type de fellowship doivent être financés par les participants ou les hôpitaux qui les adressent, mais l'hôpital qui reçoit ne fournit pas de salaire, c'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. C'est toujours ça qui est un petit peu le problème des Le fellowships. contraignant. Ouais. Ouais. OK, super et ben, en tout cas, merci, ça donne beaucoup de pistes de formation. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaitais ajouter sur le sujet? Peut-être pour les gens qui pensent que la gynécologie pédiatrique et adolescente, c'est uniquement de la gynécologie médicale, ben, peut-être que, il faut se rappeler qu'en fait, il y a une partie chirurgicale aussi, notamment sur les variations anatomiques avec des malformations obstructives qu'on doit opérer pour lever les obstructions. Donc ce n'est pas que de la gynécologie médicale et ça surprend souvent, plus d'une personne. Voilà. Et la gynécologie chirurgicale, elle est abordée du coup dans les formations dans le DU ou dans la formation spécifique dont tu as parlé? Dans le DU en France, je suis pas sûre. Moi, je l'ai pas fait, donc je sais pas. Moi, j'ai fait la formation médicale et chirurgicale et du coup, effectivement, l'examen de la fédération, de gynécologie pédiatrique, il y a 2 parties, une partie médicale, une partie chirurgicale. Personnellement, j'ai fait les 2. On peut aussi faire que la partie médicale si on n'est pas, chirurgical, c'est possible. J'ai regardé un petit peu leur programme et je pense qu'il n'y a pas de partie chirurgicale dans le DU français qui concerne Toulouse, Paris, etc. À confirmer. Eh bien, merci pour cet épisode et bonne journée. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.